À la une de cette édition d'information, activité parlementaire, exit de la deuxième session ordinaire de l'année législative en cours. Les séances plénières tenues vendredi dernier ont permis de clôturer les travaux dans les deux chambres. À l'Assemblée nationale, l'on retient l'adoption du projet de loi portant révision du Code pénal camerounais avec l'amendement fait au Sénat de l'article 127. Ramadan 2016, bientôt la fin. Les fidèles musulmans sont à l'heure qu'il est à scruter le ciel dans l'espoir de voir la lune, synonyme de fin du jeûne. À Garoua, le processus de fin du mois de Ramadan a été enclenché hier dimanche au cours de la clôture de la nuit de prière, symbole de la révélation du Saint-Coran au prophète Mohammed. À suivre également dans cette édition d'information, le compte rendu de l'abondante actualité sportive du week-end, portant notamment sur le championnat national de football, Ligue 1. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur CAM News 24 et c'est l'heure du journal et bienvenue à tous. Activité parlementaire. Les rideaux sont tombés sur la deuxième session ordinaire de l'année législative. Une séance plénière tenue vendredi dernier a permis de clôturer les travaux à l'Assemblée nationale et au Sénat. Au sortir de cette session de juin, les deux chambres ont adopté principalement deux projets de loi. Celui portant exemption de visa court séjour, un accord entre le Cameroun et l'Italie pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de passeports de service, et celui portant révision du Code pénal camerounais avec l'amendement fait au Sénat de l'article 127, objet de cet élément que vous propose la rédaction de CAM News 24. Adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, l'article 127 a subi un amendement introduit par le gouvernement au Sénat. Cette réécriture a rendu fluide la navette parlementaire, habituellement peu active. Le débat autour de l'article 127, tant au Parlement qu'en dehors, a mis au devant de la scène médiatique le barreau, amené par son président, les organisations de la société civile à l'exemple du REDAC, les magistrats et bien d'autres observateurs du microcosme politique national. Le texte qui est retourné à l'Assemblée nationale pour examen et adoption de cette modification, conformément aux dispositions de l'article 30 de la Constitution, n'a pourtant pas reçu l'adhésion de tous les occupants du palais des Verts de Ngouaïkele. Il a donc fallu au très honorable Kava Yege Djibril de révéler aux députés que l'amendement vient directement de la présidence de la République. Le Social Democratic Front, SDF, qui n'entendait pas céder à cette caprice fut-elle présidentielle, va par la voix de son président de groupe introduire une question préjudicielle demandant le retrait pur et simple du texte pour l'ouverture d'une large concertation à son sujet. Par 110 voix contre 15, celle-ci est rejetée. Laurent Esso, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est aussi évertué à apporter des explications complémentaires suivant son argumentaire qui indique que l'immunité ne veut pas dire impunité, ou alors que les actes détachables du service ne sont couverts par aucune immunité. Pendant ce temps, au palais des congrès de Yaoundé, siège du Sénat, l'ambiance de fin des travaux était plutôt sereine. Marcel Niadjifendi a insisté sur les autres projets de loi adoptés et qui ne sont moins importants pour le pays. Le président de la Chambre haute du Parlement a attiré l'attention sur l'accord de Paris sur le climat pour rappeler que loin d'être seulement un sujet d'actualité, les changements climatiques se présentent comme l'un des principaux défis de ce 21e siècle. Ces propos du sénateur Niad Djifendi et l'adoption par l'Assemblée nationale de l'amendement de l'article 127 du projet de loi portant code pénal que vont se refermer dans les deux chambres la deuxième rencontre des parlementaires pour le compte de l'année législative en cours. Nommé par décret présidentiel du mercredi 29 juin 2016, c'est ce lundi 4 juillet qu'Amina Touaïdjo a été installée dans ses fonctions de présidente du conseil d'administration du palais des congrès de Yaoundé. Cette spécialiste en communication politique avait disparu de la circulation après le double scrutin législatif et municipal de 2013. Elle revient maintenant au devant de la scène à la faveur du strapontin que lui offre le président de la République. Le palais des congrès, qui abrite, faut-il le rappeler, le Sénat, le siège du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, est aussi cette impressionnante infrastructure pour l'organisation des manifestations à Yaoundé. Cette autre actualité en bref dans le secteur des télécommunications. Le gouvernement et les opérateurs de téléphonie mobile sont passés de l'ultimatum à la sanction. La suspension progressive des abonnés non identifiés est effective depuis vendredi dernier.
L'un des opérateurs a annoncé dans un communiqué la désactivation des puces des clients qui n'ont pas pu se faire identifier dans les normes au 30 juin 2016. Autrement dit, toutes les lignes téléphoniques suspendues ne peuvent plus émettre d'appels ni de SMS, encore moins accéder à Internet. Toutefois, il est possible pour les abonnés sanctionnés de rétablir leur ligne après identification auprès des différents opérateurs. Ceux-ci doivent se présenter dans les points d'identification munis de leur carte nationale d'identité, du passeport ou de la carte de séjour pour les étrangers résidant au Cameroun. Le rétablissement ne nécessite pas de changement de numéro de téléphone. Dans la suite du journal, les ministres de la Communication, de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales et de la Santé publique ont tenu une conférence de presse le 30 juin dernier à Yaoundé. Il était question pour ces membres du gouvernement de présenter à la presse la situation actuelle de la grippe aviaire. Il a été retenu au terme des échanges que l'on va vers la fin de l'épizootie, la levée des mesures conservatoires et la compensation des aviculteurs. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vandaben et Colin Bekatal pour le récit. De la grippe aviaire H5N1 qui a touché 3 des 10 régions du pays, mettant en péril de nombreux élevages. L'activité a été stoppée depuis le 25 mai 2016, date à laquelle le gouvernement a annoncé la découverte d'un foyer de H5N1 dans un élevage à Yaoundé. Une situation qui a poussé à l'abattage des volailles et l'étouffement des poussins et la destruction des œufs parce qu'ils ne peuvent être vendus. Si on remarque un foyer, c'est pas la peine de faire une aussi large diffusion. Parce que les foyers d'autres maladies, on en trouve tous les jours. La grippe aviaire, vous savez, les gens sont très sensibles déjà à ce phénomène. Et ils prennent peur parce que dès que la psychose s'installe, c'est les commerçants, c'est les consommateurs qui ne consomment plus, c'est les éleveurs qui ne peuvent plus vendre, et c'est la faillite. Outre les 3 régions affectées par la maladie, la circulation des produits d'élevage a aussi été interdite par précaution dans celle du littoral dont le chef-lieu est la grande ville portuaire de Douala. Le Douala, c'est tout le pays qui est atteint, puisque nous qui ne sommes pas atteints, nous vivons les mêmes difficultés que les gens de l'Ouest. On ne consomme plus le poulet, ni l'œuf, rien. Nous produisons des potes pour livrer aux revendeurs qui ne payent même pas. Tout se fait à crédit. La banque ne nous finance plus. Il n'y a plus la sécurité dans l'aviculture. Les régions du centre et de l'ouest sont les 2 principaux bassins de production avicole du Cameroun. À elles seules, l'ouest représente environ 80% de la production nationale de la volaille et d'œufs. Il couvre 60% de la sous-région Afrique centrale, 70 milliards de francs CFA d'investissement direct et quelques 8000 emplois directs. Tout autre chose à présent, en religion, la communauté musulmane de Garoua a pris part dimanche 3 juillet 2016 à la clôture de la nuit de prière qui a commencé il y a quelques jours. Cette nuit, en effet, intervient au 27e jour et définit la révélation du Saint-Coran au prophète Mohammed. Cette cérémonie aussi importante pour l'islam a connu la présence du gouverneur, préfet, haute autorité de la ville. Les détails de cette journée de fin de prédication et de lecture du Coran, c'est avec Giscard Aman Bonnier et Justice Totoum. En attendant l'apparition de la lune qui met fin au jeûne du mois de Ramadan, hommes et femmes, chefs traditionnels, modibos, imams et prédicateurs de Garoua et ses environs se sont donné rendez-vous à la mosquée du Lamida pour écouter le message de la prédication religieuse délivrée par l'imam Diafarou de la grande mosquée de Garoua. Ont rehaussé l'éclat de cette cérémonie par leur présence le gouverneur de la région, Jean Abaté et Idi, le préfet de la Benoué, Mamoudou Aman, les sous-préfets des arrondissements de Garoua 1 et 2. Tous ont écouté la sourate dite des prophètes du nom de Laïla Tol Kadri, autrement dit la nuit du destin, qui oblige tout bon musulman à passer la nuit en prière et à louer Allah le Tout-Puissant. Et tout bon musulman, avant la fête de fin de jeûne, ne devrait plus lire le Coran. De la voix de l'imam, le message essentiel du Lamido Alim Garga Yatou parlait de la paix qui est la garantie du développement, car sans elle, aucune émergence n'est envisageable en cette période où il est plus que jamais nécessaire de promouvoir la paix, la sécurité. Il a également demandé aux fidèles de bien s'occuper de l'éducation des enfants, filles et garçons pour la relève de demain. D'une même voix, les fidèles musulmans de Garoua ont fait des prières
pour que règne la paix dans l'ensemble du pays en général et la région du Nord en particulier. J'aurais à cet instant invité l'ensemble des croyants à pouvoir observer au cours de ce moment tous les enseignements reçus par les différents prédicateurs et qui vont dans le sens de la paix, de la cohésion sociale et du respect de toutes les religions qui sont dans notre pays. Dans la région de l'extrême nord, le gouverneur Midiawa Bakari invite la population à plus de vigilance pendant et après la fête du Ramadan. Au cours de son adresse aux populations de son territoire de commandement, l'autorité administrative est revenue sur les mesures sécuritaires suite au relâchement observé et imputable à l'attaque survenue dans la nuit du 29 juin dernier dans la localité de Djakana. Aussi mentionne-t-il dans son message des mesures prises pour le bon déroulement de la fête du Ramadan dans cette partie du pays. Davantage de précisions dans cet élément sélectionné par Célestin Tabouli Succès depuis Maroua. Nous avions, vous vous souvenez, un certain temps pris un certain nombre de mesures, toutes visant à sécuriser les biens et les personnes dans cette région. Ces mesures qui vont de la restriction des circulations au-delà de certaines heures, de fermeture des débits de boissons, d'interdiction des rassemblements à des lieux quelconques. Je tiens ici à dire que les conditions ne sont pas encore réunies, que nous puissions nous comporter comme s'il n'y avait pas de risque quelconque. Cette guerre contre cette secte a été déclarée par le chef de l'État. Vous vous souvenez, c'était en France. Nous pensons que seul le chef de l'État, par un ligne de forme oblige, peut nous dire qu'au jour d'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que nous puissions vaquer à nos occupations comme par le passé. Nous devons nous comporter avec beaucoup plus de prudence. Nous devons doubler de vigilance. L'ennemi, comme on dit, ne dort jamais. Le risque zéro n'existe pas. Et nous allons vers des fêtes qui appellent à des regroupements. Nous devons donc faire attention. Il y a une sorte de relâchement, une sorte de légèreté doit être écartée. Plus que par le passé même. Parce que l'ennemi étant dans l'ombre, nous ne savons pas quelle est sa force de nuisance, quelle est sa force de frappe, quelle est la cible qu'il privilégie. Donc c'est à nous de nous comporter en conséquence. Et ceci ne peut être efficace que quand chacun y adhère. Et nous voici en sport. Ligue 1, UMS de Loum, Yon Sport Academy et Coton FC caracolent toujours à la tête du championnat après 24 journées. Au terme de cette étape disputée dimanche, l'on a enregistré un nouveau meilleur buteur. L'attaquant de Lyon blessé de Fotouni compte désormais 11 réalisations contre 10 pour son homologue de New Star, Gaël Nkama. Le bilan de cette journée est dressé ici par Michel Ateba. Juste un point sépare désormais le leader UMS de Loum à son dauphin, Yon Sport Academy de Bamenda. Au thème de la 24e journée dimanche, seul Coton FC de Garoua s'est rapproché du trio de tête. L'Union sportive de Douala et New Star de la même ville signent leur 4e et 5e place avec le même nombre de points, 37. Si les Narsara Gamakai ont été freinés par le leader UMS de Loum un peu partout, tel n'a pas été le cas des nouvelles étoiles de Douala, victorieuses 2-0 devant Bamotos de Mbouda. Unisport de Bafang, les As de Douala, Racing de Bafoussam, Panthère Sportif du Ndé, Lion blessé de Foutouni et Dragon de Yaoundé ont tous enregistré des victoires au soir de cette 24e journée. Ces équipes s'éloignent considérablement de la zone de relégation, à l'exception de Dragon de Yaoundé, 16e avec 27 points malgré sa victoire. Botafogo de Douala et Cosmos du Mbam complètent le trio de fin. Au top, UMS de Loum 44 points, Yon Sport Academy 43 points et Coton FC 39 points. La 25e journée se dispute ce mercredi sur l'ensemble du triangle national.
Football jeune à présent, rideau sur la 4e édition du tournoi Challenge Jeremy Ditap, Académie Gilles-Augustin Bigna. Chez les U15 et EFBC chez les U17 sont les vainqueurs de cette année. Les finales se sont disputées le week-end ici à Douala, en présence de plusieurs autorités sportives et politiques de la capitale économique. Le compte rendu, c'est avec Michel Ateba et Yves Tadjoufo. Au coup d'envoi mardi dernier, elles étaient 16 équipes dans les catégories. À la finale des U15, samedi 2 juillet, c'est l'Académie Jules-Augustin Bigna qui s'est illustrée de la plus belle manière en décrochant le trophée devant Foot Solidaire de Douala au tir au but. On n'était pas à fond, quoi. On a abordé le match comme il fallait, on avait le même système de jeu, ils ont exploité nos contrôles. Nous sommes très contents d'avoir gagné cette finale. On sort de très loin de Yaoundé, on a gagné cette finale. On a gagné la deuxième finale chez le U17 a sacré l'école de football des Brasseurs du Cameroun. Pour la deuxième fois d'affilée, elle remporte le challenge dans cette catégorie. Les U17 de cette école se sont baladés face à Daga Young Stade de Douala. D'où cette satisfaction générale. Déjà, on peut retenir que ça s'est bien passé, dans une bonne ambiance, avec un bon temps, on a eu beaucoup de chance. Mais c'est surtout à l'occasion de chacun de ces tournois de faire jouer les jeunes, et c'est toujours une vraie satisfaction. On a vu du bon football pendant 5 jours. Les jurys ont fait leur travail, ont dégagé des équipes types. Je crois que c'est intéressant et je pense que les enfants ont bien clôturé l'année avec ça. Ils ont pris du plaisir, c'est ça le plus important. Les finales disputées samedi dernier ont vu la participation des autorités de tous bords et des anciennes gloires. Je suis aussi dans le football, surtout avec les initiatives qui tendent à encourager le football jeune et le sport des jeunes pour encourager tous ces... Il faut tirer un grand coup de chapeau, n'est-ce pas, aux organisateurs de cet événement qui, n'est-ce pas, ont mis les petits plats dans les grands, on va le dire comme ça. Et à ces enfants, n'est-ce pas, qui nous ont gratifié d'un spectacle, on peut dire, grandiose. Et aujourd'hui, nous avons quand même découvert qu'au Cameroun, les choses peuvent se passer dans le bon sens. Cependant, pour cette 4e édition, le parrain du tournoi a une fois de plus signé aux abonnés absents. 16 centres de formation et écoles de football étaient présents pour cette édition. Les rencontres se sont disputées dans 4 sites: le stade Sikam, Bapélepé, le stade annexe et le complexe de l'EFBC de Ndokoti. Et pour boucler avec cette page sportive, sport football chez les vétérans, le stade omnisport de Bépanda à Douala a abrité hier dimanche la rencontre amicale retour entre vétérans Solidarité de Bonamoussadi en abrégé VSB et vétérans Sokafer. Dominés à l'aller sur le score de 2-0, les vétérans Sokafer avaient à cœur de renverser la vapeur. Le film de la rencontre avec Josué Ngongan et Ghislain Kougan. Il n'y aura pas eu de minutes d'observation au cours de la rencontre qui opposait Vétérans Solidarité de Bonamoussadi, VSB, et Vétérans Sokafer ce dimanche au 3 juillet au stade de la réunification de Bépanda à Douala. Très tôt à la 5e minute, ce sont les visiteurs de Vétérans Sokafer, tout bleu vêtus, qui ouvrent logiquement la marque et prennent l'avantage au score. L'on croit alors que la réaction des Vétérans Solidarité de Bonamoussadi va suivre. Que non, au contraire, ce sont les vétérans Sokafer qui corsent l'addition aux 8e et 11e minutes. 3-0, puis 4 après seulement un quart d'heure de jeu. Touchés dans leur orgueil, les hôtes de la rencontre, vétérans de Solidarité de Bonamoussadi, décident alors de revoir leur dispositif défensif à travers un remplacement qui va se révéler payant puisque la partie va s'équilibrer. Seulement, la fougue des visiteurs qui tiennent tellement à prendre leur revanche après la défaite 2-3 concédée au match aller va conduire au 5e but de vétérans Sokafer. Une 5e réalisation qui aura le don de réveiller l'équipe de Bonamoussadi qui répond à la 37e minute. 5-1, c'est le score au terme de la première manche. La deuxième mi-temps va présenter un tout autre visage. Vétéran Solidarité de Bonamoussadi va sortir le grand jeu pour réduire la marque par 2 fois avant de concéder un dernier but sur pénalty.
6-3, c'est le score final, mais le plus important est ce que l'on retient. D'après Richard Yemeli, promoteur de la rencontre, ce sont les valeurs d'amitié, de solidarité et de vivre ensemble que véhicule cette rencontre festive. Rencontre entre les vétérans Solidarité de Bouna Moussa Di, dénommé VSB, et les vétérans Socafer. Disons déjà, nous sommes, comme vous avez entendu, les vétérans. On aime bien ce genre de rencontres, on aime bien se rencontrer pour s'amuser entre nous. Je fais déjà partie des vétérans Solidarité de Bouna Moussa Di. Je fais également partie de l'équipe Socafer. Que j'ai demandé à ce que ce match soit tenu pour la solidarité entre les amis. Juste pour la santé, dirions-nous. Voici à présent quelques réactions au sortir de ce match de football. Les impressions sont les meilleures, puisque au match aller, nous avons gagné sur nos propres installations 3-2. Il fallait qu'on dame sur le plan aujourd'hui. C'est eux qui ont choisi ces installations, ça veut dire que c'est leur. Donc nous sommes plus que fiers. On s'y attendait parce que c'est nos petits frères. La fois dernière, ils ont pris la clé. Et aujourd'hui, on a voulu lever un peu le pied. Donc on a baissé le niveau parce qu'on ne peut pas se permettre d'être toujours les gagnants. Un grand frère doit savoir de temps en temps laisser gagner le petit frère. La VS, c'est dans la tête, c'est un état d'esprit. Tout le temps, on s'entraîne tous les dimanches et en semaine, on fait des footings. Mais un vétéran n'est jamais vieux. C'est ça, c'est dans la tête. Un vétéran n'est jamais vieux. Donc c'est un club qui existe depuis 28 ans aujourd'hui, donc on a une trentaine d'années, mais les mêmes joueurs sont en train de produire presque le même football à cet âge-ci. Vraiment, c'est une question de volonté. Bientôt la fin de cette édition d'information, mais avant de partir, voici ce qu'il faut en retenir. Activité parlementaire, exit de la deuxième session ordinaire de l'année législative en cours. Les séances plénières tenues à l'Assemblée nationale ont permis aux deux chambres de boucler leur séance de travail. C'est ici que s'achève définitivement cette édition d'information. Merci à tous de nous avoir accordé votre préférence. Nos programmes se poursuivent. Bien le bonsoir.